la dernière guerre. Alors c'est une superbe histoire d'un humour très noir et très féroce. Alors voici l'épisode de 2 minutes, c'est l'arrivée en Albanie du général qui est joué par Marcello Mastroianni et de l'aumônier qui est joué par Michel Piccoli. Generali. Kam shumë ndere se keni arrënë ju se keni për deu janë me gjakun të ushterëve të tua. Ne do të bëmi gjë ato që për të bëmi, për mund të ndikën, për të mund të shpini shumë mirë, de fund, punët e tua. Qu'est-ce qu'il a dit? Notre ami est très honoré de vous accueillir, vous qui n'avez jamais souillé cette terre du sang de vos soldats. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à mener à bien notre mission. Merci. Ai faleminderit. Qui est cette personne? L'expert en sépulture qui nous accompagnera. Il est bien jeune. C'est la vie. Nous avons maintenant une réunion de travail, puis la réception, et demain matin, notre départ est prévu à 7 heures. Je dois dire quelques mots tout de suite? Non, ça ne me paraît pas indispensable. Tant mieux. Voilà, Le général de l'armée morte d'Ismaël Kadare, c'est le livre qui a rendu célèbre non seulement en France, mais dans le monde entier, le nom d'Ismaël Kadare, publié aux éditions Albin Michel. Tous les autres livres que je présenterai sont aux éditions Fayard. Alors, Ismaël Kadare, merci d'avoir accepté mon invitation. Je veux dire, vous êtes une réussite tout à fait exemplaire dans la littérature mondiale parce que il est quand même plus facile de se faire un nom quand on écrit l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol ou l'italien ou le français qui sont des langues parlées, écrites par des millions et des millions de personnes. Mais la langue albanaise n'est parlée, écrite que par 3 millions ou peut-être un peu plus d'Albanais. Donc c'est ce qu'on appelle une langue minoritaire. Et je pense que toute votre œuvre, c'est aussi, je dirais, la défense et l'illustration de la langue albanaise. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est toujours pour la littérature des petits pays, c'est le problème que c'est très difficile à être connaître au dehors des frontières. C'est pas seulement pour l'albanais, mais aussi pour J'ai parlé avec beaucoup de mes collègues, comme par exemple avec les écrivains grecs, qui ont le même souci, le même problème. Oui, je pense à Kemal, par exemple, qui est un Turc. Évidemment, la langue turque n'est pas parlée beaucoup dans le monde. Et donc, votre réussite était plus difficile, mais elle est encore, je dirais, encore plus exemplaire. Ah oui, c'est ça. Mais quand j'ai écrit ce roman, je n'ai pas pensé, pour être franchement dit, que sera publié à l'étranger. Parce que j'ai écrit quand j'étais très jeune. Et voilà. Quand il était publié, j'étais un peu étonné pour son succès. Oui. Et puis, alors, dans tous vos livres, vous parlez de l'Albanie d'aujourd'hui ou de l'Albanie d'il y a quelques siècles. Et il y a aussi, donc, je dirais, vous puisez avec abondance dans l'histoire de l'Albanie. Et est-ce que, vous venez de publier aux éditions Fayard un ouvrage qui est très intéressant, qui est un essai. On vous connaît comme romancier, mais vous êtes aussi un essayiste sur Eschyle ou l'Éternel perdant. Et je dirais que, d'une certaine manière, vous parlez de vous à travers Eschyle. Ça va de soi. Mais on sent très bien qu'il y a aussi un grand amour pour votre pays, l'Albanie, parce que cet amour vous nourrit vos romans, nourrit vos œuvres. Oui, je trouve ça naturel. Oui. Oui. Je pense que si vous écrivez pour un petit pays, même pour, vous savez mieux comme moi, même pour une famille, vous pouvez dire les choses importantes pour toute l'humanité. Alors, ça jamais m'empêchait pas, moi,
que je n'ai pas limité moi pour dire les choses importantes. Oui, mais je dirais que les histoires que vous racontez, elles ne sont pas seulement des histoires albanaises, mais ce sont des histoires qui valent pour le monde entier, d'une certaine manière. Parce que vous y parlez de la résistance des peuples contre l'asservissement, vous y parlez de la justice, du droit, etc. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Puis, je vous ai dit que c'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'étrange, c'est une chose organique de la littérature. Ouais. Quand vous parlez quand vous essayez de faire la vraie littérature, alors c'est pas important pour quel sujet vous avez. Il s'agit de quel sujet, ou il s'agit de quel pays, ou de quel endroit. Oui. Alors, par exemple, vous faites l'éloge d'Eschyle en disant que, à sa manière, c'était un écrivain engagé. Et vous soulignez le mot engagé. Et vous aussi, vous êtes dans l'Albanie, vous êtes un écrivain engagé. Ah oui. Oui. Mais en même temps, alors ce qui est assez curieux, et c'est pour ça qu'on vous apprécie beaucoup en Occident, c'est que vous ne faites pas passer votre engagement avant le romanesque. Il y a d'abord une histoire, il y a d'abord un formidable romanesque, et à l'intérieur de ce romanesque, il faut sentir votre engagement. Oui, peut-être c'est un vrai engagement, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas une contradiction entre engagement et littérature, les valeurs littéraires. Mais parfois, je crois que les écrivains ont justifié ces défauts avec ça que nous écrivons de telle méthode ou de telle méthode littéraire. Je trouve que ce n'est pas la faute de méthode littéraire. Si vous êtes un bon écrivain, vous pouvez écrire d'une manière très, très naturelle, très libre, comme ça. Oui. Alors, je disais que vous preniez des histoires qui ont une valeur universelle. Par exemple, vous avez écrit Les tambours de la pluie et La niche de la honte, qui sont deux histoires très romanesques et très violentes et très sanglantes sur la résistance de l'Albanie à l'Empire ottoman, à la dictature de l'Empire ottoman. Ah oui, c'est ça. Mais par exemple, Les tambours de la pluie que vous avez dit, c'est un roman pas seulement pour l'Albanie, c'est un roman aussi pour l'Empire turc. C'est la même chose. C'est-à-dire, dans ce roman, les pages qui sont consacrées à l'Albanie sont à peu près une vingtaine de pages. Oui. Tandis que cet entourage turc, il y a 200 pages que j'ai décrit ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, n'oublions pas que l'Albanie est un petit pays. Et vous dites, parlant des Perses, qui est une des... Ah oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous dites, les Perses, c'était non seulement son œuvre la plus patriotique d'Eschyle, un monument à la lutte du peuple grec contre l'envahisseur perse, mais en même temps un monument d'une valeur universelle pour la lutte de tous les petits peuples contre l'agression des super-États ou super-puissants. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans Eschyle. Oh, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est une façon de parler de vous-même, à travers, de moi-même. Modestement, mais c'est vrai. Je pense que chaque écrivain, quand il parle de quelque chose, il parle toujours de lui-même aussi. Oui. Vous dites, de ce point de vue, les Perses sont une œuvre qui annonce toutes celles, tragédies, poèmes, romans, chants et ballades, que l'humanité a produites par la suite pour exalter la révolte et la victoire du plus petit, qui a pour lui le droit contre le plus grand qui ne l'a pas. Oui. Ouais. D'où votre amour pour Eschyle, dont on connaît, vous vous rappelez évidemment qu'on ne connaît que 7 pièces de lui, alors qu'il en a écrit, je crois, 90. Et ce qui est miraculeux, effectivement, c'est qu'on en ait encore 7. Ah oui, j'ai trouvé dans l'Eschyle, mais je crois que pas seulement dans l'Eschyle, mais parce que j'ai écrit ça un peu par hasard. On n'écrit jamais par hasard, monsieur. Non, bien sûr, toutes les choses sont jamais par hasard, mais par hasard, c'est-à-dire c'était préparé dans l'Albanie, l'édition complète de Tragédie d'Eschyle, alors on a demandé de moi une préface. Peut-être si je n'arrêtais pas à cette occasion, je n'ai pas jamais écrit ça, mais peut-être je dirais ça dans les cafés avec les amis, dans les dîners, voilà. Ouais. Et voilà, j'avais une occasion pour écrire. Bien sûr, c'est pas par hasard, profondément, mais quand même, il y a une occasion concrète que j'ai écrit ça. Ouais. Alors, Qui a ramené Doruntin, qui est l'un de mes romans préférés de vous, et puis dans Avril brisé, vous vous servez des légendes et des traditions de la société albanaise. Alors, ce qui prouve que le passé, aussi révolu soit-il, ne vous est pas indifférent. Ah oui, c'est du passé, mais ce ne sont pas les œuvres historiques, ce sont d'un passé, c'est-à-dire éternel, du passé qui... On peut pas, même moi-même, je ne sais pas de quelle période, de quelle époque il s'agit de ces sujets. Ce sont les légendes qui ont une valeur vraiment pour tous les siècles. Oui, mais alors, je vais vous poser
pose une question un peu politique, c'est le marxisme-léninisme qui est officiel dans l'Albanie, est-ce qu'il n'a pas d'une certaine manière gommé, effacé, interdit tout ce qui, dans l'Albanie, était religieux, traditionnel, rituel, et que d'une certaine manière vous racontez dans vos livres? Oui, vous avez vu, j'ai écrit beaucoup de choses comme ça. Alors, si c'était là, alors je ne peux pas écrire le sujet entier avec le sujet, c'est-à-dire historique ou du passé. C'est pas vrai, ça. Oui. Oui. Sauf la religion que vous avez. Oui. C'est ça, mais pour la tradition. C'est vrai. Oui, mais par exemple, dans Avril brisé, vous racontez c'est féroce, des vendettas. La vendetta dans les familles albanaises où vraiment on se tue que les uns après les autres, je pense que ça a disparu quand même en Albanie. Ah, bien sûr, oui. C'est commencé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, après disparu complètement. Oui. Mais en même temps, alors, est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas une nostalgie de ce genre de famille, de ce sang qui coulait? Non. Je ne crois pas. Il y a eu les écrivains albanais du passé ils ont créé un culte de ça. Oui. Mais c'était très féroce, très tragique pour avoir nostalgie. Mais est-ce que votre travail à vous, écrivain albanais, n'est-il pas de transmettre aux gens qui vous lisent la mémoire du peuple albanais, même si cette mémoire est remise en cause par des théories officielles aujourd'hui? Oui, les mémoires, ça... c'est pas moi seul qui fait la mémoire. On ne peut pas un seul écrivain faire la mémoire d'une nation. Non, mais pas un seul écrivain, mais vous êtes un écrivain considérable. Et vous êtes très lu et très écouté en Albanie. Sûr, oui. Donc il est essentiel pour un homme comme vous, quand tout d'un coup il parle de l'Albanie telle qu'elle a été il y a plusieurs siècles. Et telle qu'au fond elle se perpétue en dépit d'une évolution radicale depuis quelques années. Oui, en effet, j'ai utilisé cette formule des anciens et du Balzac aussi pour faire un complexe de romans, d'œuvres qui sont des sujets qui sont liés l'une à l'autre. Mais tandis que beaucoup d'écrivains ont fait d'une manière horizontale, j'ai essayé de faire d'une manière verticale, dans la profondeur des siècles. Mais c'est la même chose. Oui. Mais j'ai trouvé une histoire très riche, une mémoire très riche, qui n'était pas gaspillée complètement. Alors j'avais eu la chance pour ça. Oui. Et voilà, parfois les choses sont plus simples qu'on peut. Je n'ai pas une idée, une obsession pour ça, oui. Mais ça devient naturel. Oui. Moi, ce qui m'a frappé dans Eschyle ou l'Éternel perdant, c'est de voir combien le fond culturel grec et le fond culturel albanais sont proches l'un de l'autre, même et souvent ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Oui, c'est vrai parce que ce sont les deux peuples plus anciens du Balkan. Alors ils étaient voisins pendant les millénaires et puisque malgré ça que les langues sont absolument différentes l'une de l'autre, alors il y a un rapprochement étrange entre tous les deux. Oui. Parce que les langues grecques et l'albanaise sont complètement différentes. Ils sont de langues indo-européennes, mais à part, tous les deux sont langues solitaires, il n'y a rien de commun. Et c'était vraiment étrange que les deux peuples, qui sont deux langues complètement différentes, toutes les choses sont très, très proches, oui. Sauf les langues. Sauf les langues qui sont absolument différentes. Qui sont complètement différentes. Complètement, oui. Différentes, oui. Bon, est-ce qu'il y a toujours une tradition je dirais, d'un parler français en Albanie? Est-ce que l'élite intellectuelle d'Albanie parle toujours français? Oui, on parle beaucoup français, oui. Oui. Surtout les intellectuels, et surtout le milieu littéraire et des sciences humaines. Oui. Ah oui, alors, à quoi doit-on cette survie du français dans un pays avec qui nous entretenons... C'est une tradition plutôt, ça devient une renaissance albanaise du 19e siècle, parce que tous les grands hommes politiques de la culture albanaise, beaucoup, ils savaient le français, ils s'étaient inspirés par la Révolution française. Et après, à part cela, peut-être parce que la langue albanaise, la structure de la langue, c'est pas loin de la structure du français, on peut traduire d'une manière très... Pour un Albanais, c'est facile d'apprendre le français. Vous ne voyez pas moi, parce que j'ai appris très tard et je ne parle pas bien, mais les autres parlent. Tout le monde parle mieux que moi, oui. qui avaient appris un peu quand j'étais jeune. Oui. Et puis je vous demandais quels sont vos auteurs français préférés.
Oui, il y en a beaucoup. Oui. Enfin, ceux avec lesquels vous avez le plus d'affinité, le plus de... Oh, je sais pas, j'aime beaucoup la poésie française, commencement par François Villon, par exemple. François Villon. Oui, j'ai traduit quelques de ses Vous avez poèmes. traduit François Villon en albanais? Non, Oui. quelques de ses poèmes, Oui. par exemple, la ballade des pendus. Ça, Oui. j'aimerais bien ça. Oui. Et puis? Et puis, j'aime peut-être, je sais pas, Flaubert, Balzac. Oui. Balzac, j'ai dit pour son formule qui était excellente pour adapter ce que avaient fait les anciennes, la mythologie grecque dans la société moderne, et Flaubert de manière concrète parce que par exemple, j'ai lu beaucoup Flaubert quand j'ai écrit le tambour de la pluie. Il m'a aidé beaucoup à Salammbô de lui. Oui. Et Malraux? Alors oui. Mais est-ce que ces auteurs français sont traduits en albanais? Est-ce que leurs œuvres sont disponibles en librairie? Oui, Balzac, c'est presque tous. Oui. Flaubert, presque Oui. tous. Oui. Victor Hugo, sûrement? Hugo, bien sûr, depuis longtemps. Et Proust? Proust, pas encore. Peut-être j'ai proposé pour le traduire, lui. Vous l'avez proposé? Oui, parce que... Alors qui décidera? C'est l'Union des écrivains? Non, pas, c'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition. Oui, bon. Très bien. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre visite, M. Ismaël Kadare. Je voudrais présenter quelques ouvrages de vous. Alors, on vous a présenté d'ailleurs pendant que vous parliez. Voilà la niche de la honte, qui est un ouvrage assez étonnant sur la résistance précisément C'est-à-dire que c'était dans une niche où on exposait la tête des Albanais qui ont été tués, enfin par répression par l'Empire ottoman. Et évidemment, toutes les têtes n'ont pas la même valeur. C'est selon le gré de résistance, selon la notoriété et l'engagement de ces résistants albanais. Alors c'est très romanesque. Tous les romans d'Ismaël Kadare. Alors qui a ramené de Runtin? C'est un roman policier. C'est un roman avec un suspense formidable. C'est absolument extraordinaire. Ça, je défie quelqu'un qui met le nez dans ce livre de l'arrêter, de le relever avant la fin du livre. Le crépuscule des dieux de la steppe. Tout ça, c'est aux éditions Fayard. Je voudrais lire ce que disait Gilles Lapouge dans la quinzaine littéraire. Il parlait de vous. Cet Albanais invraisemblable est un petit miracle à lui tout seul, libre comme l'air, malicieux comme une belette, frais et rusé, inapte à la théorie, insolent, lyrique, aussi cocasse que les Marx Brothers, génial et vagabond, entremêlant ses amours avec les drames du socialisme. S'il nous raconte la rupture de son pays avec l'URSS, c'est un délice qu'il écrit en même temps qu'une belle et triste méditation sur l'histoire. Voilà. Alors, je signale aussi la chronique de la ville de Pierre, Le Grand Hiver, qui est le roman politique de la rupture de l'Albanie avec l'URSS. Qu'est-ce que je vais dire? Les Tambours de la pluie, qui est aussi un très beau roman. Et puis, en livre de poche, on peut trouver, ça c'est dans la collection Bibio, Avril brisé, qui est ramené d'Uruntin. Et puis, il y a quelques autres ouvrages. Tout ça, je le dis, aux éditions Fayard. Et puis, je voudrais signaler l'anthologie de la prose albanaise, présentée par Alexandre Zotos, qui fait beaucoup pour la littérature albanaise, et qui d'ailleurs est le principal traducteur de vos œuvres, hein, je crois, monsieur. Non, pas c'est l'autre. Oui. Ah, c'est l'autre. Bon. Jusuf Vrioni. Ah, mais c'est Jusuf Vrioni, c'est ça. Ah, voilà. Il y a Jusuf Vrioni et puis Alexandre Zotos. Ils sont. Oui. Oui. Alors ça, et d'ailleurs, on trouve évidemment. D'ailleurs, Jusuf Vrioni a collaboré aussi à cet ouvrage, donc publié aux éditions Fayard. Voilà. Je vous remercie de votre visite, Monsieur Kadare. Et puis, je vous souhaite le plus grand succès. Je parlais de vous pour le prix Nobel, mais je suis persuadé en tout cas, je suis intimement persuadé que vous le méritez. J'espère donc qu'un jour, vous l'aurez. Merci. Et puis, pour terminer, alors, je signale qu'il y a toujours le Minitel d'Antenne 2 3615 à Poste. Alors, actuellement, pendant le week-end, vous avez 2 jeux de culture générale qui vous attendent, le rouge et le noir sur la littérature en général, les œuvres, les auteurs, les citations, et puis le jeu de l'amour, qui est un jeu un peu plus coquin que j'ai présenté la semaine dernière. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.
Thank you.